Le matin d'hiver s'était abattu sur Paris avec une indifférence glaciale. Dans le quartier de Passy, où l'élégance est une seconde nature, une boulangerie-pâtisserie de luxe offrait un refuge chaleureux contre le gris mordant de la rue. À l'intérieur, l'air embaumait le café fraîchement moulu et le beurre chaud, une symphonie olfactive pour une clientèle discrète et fortunée. Les vitrines, polies à la perfection, exposaient des éclairs, des macarons et des pains au chocolat comme des bijoux dans un écrin. C'était une bulle de confort et d'opulence, un monde à part, séparé de la vie pressée et anonyme qui défilait de l'autre côté de la grande baie vitrée. Dehors, le vent s'engouffrait dans les rues et les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, hâtaient le pas, le visage fermé, chacun absorbé par sa propre destination, ignorant le drame silencieux qui se jouait sur le trottoir. Assise seule à une petite table en marbre, Élodie Mercier contemplait ce spectacle sans vraiment le voir. À 45 ans, elle était l'incarnation même du succès. Une femme d'affaires redoutable dans l'immobilier de luxe, une héritière qui avait su transformer sa fortune en un véritable empire, vêtue d'un tailleur impeccable de couleur neutre, ses seuls bijoux, une montre discrète et des boucles d'oreilles en perles, elle dégageait une aura de contrôle absolu. Pourtant, derrière ce masque de compétence glaciale se cachait une solitude profonde. Son expression était neutre, presque vide, son regard lointain analysant le monde à travers une barrière invisible qu'elle avait érigée il y a des décennies. Chaque interaction était une transaction, chaque journée une routine calculée pour éviter la moindre fissure émotionnelle. Ce café matinal n'était qu'une étape de plus dans une vie parfaitement ordonnée, mais tragiquement vide d'affection. Dehors, collée contre le froid de la ville, se tenait une autre réalité. Leïla, une jeune femme d'à peine 30 ans, serrait contre elle ses deux enfants, Lucas, 6 ans, et Chloé, 4 ans. Son visage était creusé par la fatigue et l'angoisse, mais ses yeux brillaient d'une flamme de dignité farouche. Leurs vêtements étaient simples, usés, et manifestement insuffisants pour les protéger du froid pénétrant. Les joues des enfants étaient sales de larmes séchées. Leurs petits corps tremblants s'agrippaient à leur mère comme à leur unique ancre dans un monde devenu hostile. Leïla ne mendiait pas avec apitoiement. Elle se tenait droite, protectrice, une lionne veillant sur ses petits avec le peu de force qui lui restait. Son espoir n'était pas un miracle, mais la simple possibilité de trouver de quoi nourrir ses enfants pour la journée, un besoin si fondamental qu'il en devenait assourdissant dans le silence de leur détresse. C'est alors que la bulle d'indifférence d'Élodie éclata. Le petit Lucas, échappant un instant à l'étreinte de sa mère, pressa son visage et sa petite main contre la vitre glacée de la boulangerie. Son regard ne se posa pas sur les pâtisseries alléchantes, mais plongea directement dans celui d'Élodie. Il n'y avait ni calcul, ni malice dans ses yeux, seulement le besoin pur et innocent d'un enfant qui a faim et froid. L'image frappa Élodie avec la violence d'un souvenir oublié. Pendant une fraction de seconde, elle ne vit plus un enfant de la rue, mais l'incarnation de la vulnérabilité absolue, celle qu'elle avait elle-même ressentie le jour où elle était devenue orpheline. Leïla, mortifiée, tira doucement son fils en arrière et son propre regard, un mélange de honte et de supplication silencieuse, croisa celui d'Élodie. Ce fut un instant suspendu, un pont fragile jeté entre deux mondes, qui allait tout changer. Le geste d'Élodie, aussi rapide qu'irréfléchi, la laissa suspendue dans le froid mordant du trottoir. Une fois l'appel terminé, une vague de doute la submergea. Qu'avait-elle fait? Elle, la femme qui mesurait chaque risque, venait de s'engager corps et âme dans la vie d'une parfaite inconnue, sur la base d'un simple regard. Devant elle, Leïla serrait le sac de viennoiserie encore chaude contre sa poitrine, comme si c'était un trésor inestimable, ses yeux noyés de larmes et d'incompréhension. Les enfants, Lucas et Chloé, regardaient Élodie avec un mélange de peur et de curiosité, leurs petites bouches déjà barbouillées de sucre. Dans ce silence pesant, rompu seulement par le bruit de la circulation parisienne,
Élodie sentit le poids de sa propre solitude se heurter de plein fouet à la détresse brute de cette petite famille. Elle avait franchi une ligne invisible, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Sa première décision fut pragmatique, presque clinique. Le froid était l'ennemi immédiat. D'un autre appel bref, elle réserva une chambre dans un hôtel discret, non loin de là, un de ces établissements fonctionnels qu'elle utilisait pour ses associés de passage. L'arrivée dans le hall impersonnel fut un choc culturel pour Leïla et ses enfants. Pour la première fois depuis des semaines, ils étaient entourés de chaleur et de propreté. Dans la chambre, Chloé découvrit avec fascination le miracle de l'eau chaude coulant à volonté d'un robinet, tandis que Lucas restait silencieux, observant chaque détail avec une gravité d'adulte. Leïla, elle, n'osait toucher à rien, submergée par un sentiment de gratitude si intense qu'il en devenait douloureux, se sentant indigne de ce confort soudain qui ne faisait que souligner la profondeur de sa chute. C'est dans l'anonymat stérile de cette chambre d'hôtel, après que les enfants se furent endormis dans un lit propre pour la première fois depuis des mois, que Leïla raconta enfin son histoire. Les mots sortaient difficilement au début, puis comme un torrent libéré. Elle parla de son mari, un artisan aimant décédé subitement d'une crise cardiaque, de la gentillesse feinte de ses beaux-frères durant les jours de deuil, puis de la trahison brutale. Il lui avait fait signer des papiers qu'elle ne comprenait pas, prétextant régler la succession. Quelques semaines plus tard, un avis d'expulsion était arrivé. La maison, le seul foyer que ses enfants aient jamais connu, ne lui appartenait plus. Elle décrivit la serrure changée, leurs affaires jetées sur le trottoir, et le regard triomphant de ces hommes qui étaient sa seule famille restante. En écoutant le récit de Leïla, Élodie sentit une vieille cicatrice se rouvrir en elle. Elle ne dit rien de sa propre histoire, mais les images affluèrent avec une clarté douloureuse. Elle revit le visage des notaires après l'accident de ses parents, leur voix compassée parlant d'actifs, de fiducie et de responsabilité. À 16 ans, elle n'était plus une adolescente en deuil, mais une héritière, un pion sur un échiquier financier. Elle se souvint de la solitude glaciale de son immense maison vide, du silence assourdissant qui avait remplacé les rires de sa famille. La douleur de Leïla n'était pas étrangère. C'était un écho de sa propre perte, la même sensation d'être dépossédée non seulement de biens matériels, mais de son identité et de sa sécurité par un monde indifférent et cupide. Le premier rapport de son équipe juridique tomba le lendemain, confirmant ses pires craintes. Les beaux-frères de Leïla avaient bien préparé leur coup. Ils avaient engagé un avocat retors et commençaient déjà à construire un dossier contre elle, la dépeignant comme une femme instable, incapable de gérer ses finances, et pire encore, comme une mère négligente. La bataille ne serait pas seulement une question de paperasse, mais une guerre de réputation menée dans la boue. La fureur qui monta en Élodie était froide et précise. C'était une injustice pure, le fort écrasant le faible. C'est face à de telles situations qu'on se sent impuissant, mais c'est aussi là que des histoires comme celle-ci prennent tout leur sens. Si ce récit vous touche, n'oubliez pas de vous abonner pour nous aider à continuer de leur donner une voix. Les obstacles n'étaient pas seulement légaux. Le cercle social restreint d'Élodie commença à s'interroger sur sa nouvelle protégée. Un appel d'une vieille amie, Martine, fut particulièrement révélateur. Sous des dehors inquiets, elle la mit en garde. « Fais attention, Élodie. On ne sait jamais qui sont vraiment ces gens-là. Tu pourrais te faire manipuler. » Ces mots, prononcés avec la condescendance de ceux qui n'ont jamais connu le besoin, ne firaient que renforcer la détermination d'Élodie. Elle réalisait à quel point son monde était déconnecté de la réalité. Une bulle dorée où l'empathie était considérée comme une faiblesse. Cet isolement, qu'elle avait autrefois cultivé comme une armure, lui paraissait désormais être une prison. Elle ne se battait plus seulement pour Leïla, mais contre le cynisme de son propre milieu. Les jours se transformèrent en semaines. Élodie rendait visite à Leïla et aux enfants presque quotidiennement. Elle ne venait pas en bienfaitrice distribuant des cadeaux, mais comme une présence silencieuse et solide. Elle apportait des livres pour les enfants, s'asseyant par terre avec eux pour leur lire des histoires, sa voix habituellement ferme s'adoucissant au fil des pages.
Un après-midi, Lucas, qui était resté largement mutique depuis leur rencontre, s'approcha d'elle timidement et lui tendit un dessin. C'était une représentation maladroite de 4 personnages, se tenant la main sous un soleil jaune vif. Lui, sa sœur, sa mère, et une grande femme aux cheveux impeccables. Pour la première fois depuis des décennies, Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce simple dessin valait plus que toutes les transactions immobilières de sa carrière. La machine judiciaire, quant à elle, avançait avec une lenteur exaspérante. Les formulaires s'empilaient, les délais s'allongeaient, et chaque petite victoire administrative était suivie d'une nouvelle manœuvre dilatoire de la partie adverse. Pour Leïla, chaque lettre officielle était une source d'angoisse, un rappel de son impuissance face à un système conçu pour la broyer. Mais là où elle ne voyait que des murs, Élodie voyait un chemin. Elle décortiquait chaque document avec la même rigueur qu'un contrat de plusieurs millions d'euros, expliquant patiemment à Leïla les enjeux de chaque étape. Sa compétence, autrefois une arme dans le monde des affaires, devenait un bouclier pour cette famille. Elle n'était plus seulement une femme riche, elle était leur championne, leur stratège dans une guerre qu'elle devait gagner. Puis, la crise frappa sous une forme inattendue. Une nuit, Chloé développa une forte fièvre. Dans la chambre d'hôtel exiguë, la toux sèche de la petite fille résonnait de manière alarmante. La panique s'empara de Leïla. Sans domicile fixe, sans médecin traitant, comment pouvait-elle la faire soigner? Un simple coup de fil d'Élodie résolut le problème. 1 heure plus tard, un médecin privé examinait Chloé, diagnostiquant une bronchite qui, sans soin, aurait pu devenir grave. Voir ce petit corps fragile et malade nous rappelle à quel point tout est précaire. C'est dans ces moments-là que la solidarité change tout. Votre soutien, en vous inscrivant, nous permet de partager ces moments d'humanité pure, où un simple geste peut sauver bien plus qu'une vie. Sentant le vent tourner, les beaux-frères passèrent à l'offensive sur le plan personnel. Ils firent circuler des rumeurs dans l'ancien quartier de Leïla, la dépeignant comme une femme de mœurs légères qui avait profité de la maladie de son mari pour le dépouiller avant sa mort. C'était un poison lent, distillé pour détruire sa crédibilité et son moral. Leïla fut dévastée. Ces mensonges souillaient non seulement sa réputation, mais aussi la mémoire de l'homme qu'elle aimait. Elle voulut tout abandonner, se retirer du combat pour protéger ses enfants de cette saleté. C'est Élodie qui la retint, sa voix calme mais tranchante comme l'acier. Ils font ça parce qu'ils ont peur, Leïla. Ils savent qu'ils ont tort. Nous n'allons pas leur donner la satisfaction de nous voir abandonnés. La vérité est de notre côté. Le changement chez Élodie devenait de plus en plus profond. Son magnifique hôtel particulier, autrefois un sanctuaire de silence et d'ordre, lui semblait maintenant froid et vide. Le rire des enfants lui manquait. Un soir, elle annula un dîner d'affaires crucial avec des investisseurs étrangers, une chose impensable quelques mois plus tôt, pour passer la soirée à éplucher des documents juridiques avec son avocat principal. Ses priorités s'étaient inversées. La validation qu'elle cherchait n'était plus dans la clôture d'une vente record, mais dans la perspective de voir Lucas et Chloé jouer à nouveau dans leur propre jardin. L'armure qu'elle avait mis tant d'années à forger se fissurait de toutes parts, laissant entrer une lumière qu'elle n'avait plus espérée. Finalement, la convocation du tribunal arriva. La date de l'audience finale était fixée. Le document, posé sur la petite table de la chambre d'hôtel, semblait à la fois une menace et une promesse. La tension était à son comble. Leïla était pétrifiée à l'idée de devoir affronter ses accusateurs, de voir son chagrin et sa vie privée exposés devant un juge. Élodie, quant à elle, ressentait une concentration intense, celle qui précède les batailles décisives. Elle posa une main sur l'épaule de Leïla, un geste simple mais chargé de tout le poids de leur parcours commun. Elles n'étaient plus 2 femmes de mondes différents, mais des alliés, unis contre l'injustice. Le combat final allait commencer, et elles le mèneraient ensemble, côte à côte. La salle d'audience était un sanctuaire de silence tendu, où chaque tout semblait une profanation. L'avocat des beaux-frères venait de terminer sa plaidoirie.
Un chef d'œuvre de cruauté calculée qui avait méthodiquement déconstruit l'image de Leïla. Il l'avait peinte en profiteuse, en mère instable, ses mots comme des pierres jetées avec une précision venimeuse. Leïla, assise droite sur sa chaise, semblait avoir rapetissé, chaque accusation absorbant un peu plus de sa lumière. À ses côtés, Élodie sentait une rage froide monter en elle, une fureur contenue face à cette perversion de la vérité. Le juge, un homme au visage impénétrable, feuilletait le dossier, son expression grave ne laissant rien transparaître, mais l'atmosphère était lourde, pesante, chargée de la certitude d'une défaite imminente. La loi semblait se ranger du côté des puissants, indifférente à la souffrance silencieuse d'une famille brisée. Quand le juge invita Leïla à prendre la parole, un murmure parcourut la salle. Elle se leva, ses mains tremblantes agrippées à un mouchoir en papier. Sa voix, d'abord un souffle à peine audible, ne s'adressa pas à la cour, mais semblait se élever d'un lieu bien plus profond. Elle ne parla pas de contrat ni d'acte de propriété. Elle parla de l'odeur du café le matin, du premier pas de Chloé sur le parquet du salon, des marques de croissance de Lucas gravées sur le chambranle de la porte de la cuisine. Elle décrivit la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre de leur chambre. Une promesse silencieuse, faite à son mari mourant qu'elle protégerait ce sanctuaire, ce seul monde que leurs enfants avaient jamais connu. Ce N n'était pas un plaidoyer. C était une prière, le témoignage brut d'un cœur qui se battait non pas pour un bien, mais pour une âme. En écoutant Leïla, Élodie sentit quelque chose se briser en elle. Ce haine n'était pas de la pitié, mais une reconnaissance profonde, une résonance qui traversait les décennies de solitude. Elle vit le courage absolu dans la vulnérabilité de cette femme et sut que le silence haine était plus une option. Son armure, si soigneusement entretenue, se désintégra. D'un geste calme, elle se leva et demanda la parole. Elle, étonnement du juge, était palpable, mais il acquiesça. Élodie s'avança, non pas avec l'arrogance d'une femme d'affaires habituée à commander, mais avec la gravité solennelle de quelqu'un sur le point de révéler sa vérité la plus intime. Elle ne regarda pas les beaux-frères, ni même le juge. Son regard se posa sur Leïla, un pacte silencieux se scellant entre elles dans cet instant suspendu. Sa voix, claire et ferme, remplit la salle. « Votre honneur, ma vie a été construite sur la valeur des choses, des contrats, des actifs, des biens immobiliers. J'ai appris très jeune, lorsque j'ai perdu mes parents, qu'un patrimoine se mesure en chiffres sur un document légal. » Elle marqua une pause, laissant le poids de sa confession s'installer. « On m'a laissé un empire, mais on m'a pris mon foyer. J'ai grandi dans le silence d'une maison immense, une propriété de grande valeur qui n'avait plus de rire dans ses murs. Ce que je comprends aujourd'hui en écoutant madame, c'est que l'argent bâtit des empires, mais seule la dignité bâtit un foyer. Et ce qu'on a pris à cette femme, ce n'est pas un bien immobilier, c'est son foyer. C'est le seul véritable héritage qui compte. » Un silence absolu s'abattit sur le tribunal. Les mots d'Élodie, dépouillés de tout artifice juridique, avaient touché une corde universelle. Le juge la regarda longuement, son masque professionnel étant fissuré pour révéler l'homme derrière la robe. Les beaux-frères, livides, semblaient soudain petits et sordides, leur cupidité exposée sous la lumière crue de la vérité. Leïla pleurait silencieusement, non plus des larmes de désespoir, mais de gratitude et de soulagement. Élodie retourna s'asseoir à ses côtés et posa discrètement sa main sur la sienne. Quelques minutes plus tard, la voix du juge retentit, rendant une décision qui ne se basait pas seulement sur la loi, mais sur la justice. La maison était rendue à Leïla. Dans le brouhaha qui s'ensuivit, les deux femmes restèrent immobiles. Unies par une victoire qui était bien plus que légale, était la reconquête de leur humanité. Le retour dans la maison ne fut pas une simple réinstallation, mais une véritable reconquête de l'âme. Chaque objet, chaque recoin familier semblait exhaler un soupir de soulagement. Leïla marchait pieds nus sur le parquet, redécouvrant le contact du bois qu'elle croyait perdu à jamais, tandis que les rires de Lucas et Chloé ricochaient contre les murs.
chassant les fantômes du silence et de l'abandon. Élodie était là, non pas en invitée d'honneur, mais comme une présence discrète, observant la scène depuis le seuil de la porte du salon. Elle regardait la lumière de fin d'après-midi inonder la pièce, illuminant la poussière en suspension comme autant de petites promesses d'avenir. Pour la première fois, elle ne voyait pas une propriété avec une valeur marchande, mais un sanctuaire, un lieu vibrant de vie et d'amour, et elle comprit que était cela, le véritable investissement de sa vie. Quelques semaines plus tard, l'invitation de Leïla arriva, non pas pour un dîner mondain, mais pour un repas simple, préparé avec amour dans sa propre cuisine. À la fin de la soirée, alors que les enfants dormaient paisiblement à l'étage, Leïla tendit un petit paquet à Élodie. Était un album photo. Sur la première page, une image granuleuse, extraite de la caméra de surveillance de la boulangerie, les montrait toutes les trois sur le trottoir. Un instant de désespoir figé dans le temps. Les pages suivantes déroulaient le fil de leur renaissance. Les murs fraîchement repeints, les enfants plantant des fleurs dans le jardin, leurs visages rayonnant de bonheur. La dernière photo, prise récemment, les montrait toutes les quatre, serrées les unes contre les autres, un sourire authentique illuminant leur visage. En dessous, une simple légende manuscrite pour la fondatrice de notre nouvelle famille. Cette inscription fut une révélation pour Élodie. Elle n'avait pas simplement sauvé une famille, elle en avait créé une nouvelle, la sienne. Cette prise de conscience transforma sa vision du monde et de sa propre fortune. L'argent, qui avait été une forteresse pour la protéger de la douleur, pouvait devenir un pont pour se connecter aux autres. C'est ainsi que naquit la Fondation Mercier, une organisation dédiée à offrir une aide juridique et un soutien complet aux femmes victimes d'injustices similaires. Leïla, avec sa force tranquille et son empathie née de épreuve, en devint la première directrice d'accueil, sa voix rassurante étant la première que les femmes en détresse entendaient. C'est incroyable de voir comment une seule rencontre peut engendrer un tel héritage d'espoir. En vous abonnant, vous nous donnez la force de continuer à raconter ces histoires qui prouvent que l'humanité peut triompher. L'hôtel particulier d'Élodie, autrefois un mausolée de solitude, était plus silencieux. Les week-ends, il résonnait des courses de Lucas dans les couloirs et des éclats de rire de Chloé, jouant du piano avec une application enfantine. Élodie avait découvert une richesse qu'aucun de ses bilans financiers ne pourrait jamais quantifier. La chaleur d'un câlin spontané, la fierté de voir un dessin accroché sur son réfrigérateur en acier inoxydable, la simple joie de partager un goûter. Hélène était plus l'héritière solitaire, ni la femme d'affaires impitoyable. Elle était Élodie, la figure quasi maternelle qui lisait des histoires le soir et soignait les genoux écorchés. Le cycle de la perte avait été brisé, remplacé non pas par la richesse matérielle, mais par la seule chose qui donne vraiment un sens à une vie, l'amour partagé et l'héritage d'une famille choisie.